Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans cet atelier où nous allons parler un petit peu d'IA embarquée, IA au plus près du combat. Je suis Arnaud Yolalen, je suis le PDG de Numalis, une entreprise qui travaille sur la fiabilité des IA. Et aujourd'hui, je vais essayer d'animer cet atelier avec 4 personnalités de différents milieux pour vous planter un petit peu le décor de qu'est-ce qu'on entend par IA embarquée, qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'IA embarquée, où on en est aujourd'hui. Et pour commencer, quand j'avais commencé à préparer cette table ronde, la première question qui m'était venue en tête, c'était de dire dans 10 ans, dans 15 ans, une IA au plus près du terrain, ça ressemble à quoi? Et je me demandais, avec un peu d'humour peut-être, si finalement, demain, j'aurais pas quelque chose comme OK Google, il est où mon ennemi dans la tranchée d'à côté? Est-ce que demain, j'aurais pas des systèmes qui carrément seraient à côté du combattant et pourraient les aider à dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Parce que finalement, le combat, ça a toujours été de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la colline, percer le brouillard de la guerre. Et l'IA aujourd'hui apporte des promesses, apporte peut-être des réponses aussi pour travailler sur ces questions-là qui étaient déjà posées par Clausewitz il y a plusieurs siècles. Mais elle apporte aussi son lot de complexité. Et sur cette complexité, il y a des défis à relever qui sont déjà en cours et qu'on va pouvoir aborder avec nos intervenants. Ce qui est sûr, c'est que l'IA peut représenter une rupture technologique dans sa capacité d'adaptation, d'adaptabilité, on pourrait même dire, aux conditions du combat. Le combat, c'est s'adapter en permanence, c'est innover pour pouvoir percer la cuirasse adverse. Et l'IA a cette capacité d'extrapoler, de sortir un petit peu des sentiers battus. Alors parfois à halluciner et à dire des bêtises, mais ça fait partie du jeu. Et du coup, dans ces promesses que l'IA peut amener d'adaptation, vient aussi la complexité du coût pour réaliser de l'IA. Et ce coût, on va l'aborder aussi à travers plusieurs questions, de savoir comment tout ça, ça peut se rapprocher du terrain dans des conditions d'emploi souvent très difficiles, très exiguës, dans des milieux exigeants, où on n'est pas du tout dans l'IA vaporeuse, dans le cloud, où on a des ressources infinies et quasiment le temps qu'on désire. Alors, pour démarrer cette table ronde, par un petit tour de table, en commençant par ma droite, je vous laisse vous introduire. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre Gaillard, je travaille au CEA List, où je suis responsable de programme IA et chef du projet Deep Green, qui vise à construire une plateforme souveraine dédiée à l'IA embarquée. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jonathan Tebou, je travaille chez MBDA. Je suis responsable de la stratégie digitale pour les produits et les services au niveau du groupe. Donc notamment en charge d'établir les feuilles de route d'insertion des technologies à différents niveaux, pour les systèmes qui sont déjà en service, bénéficier des dernières avancées technologiques du digital et donc de l'IA. Mais aussi pour les systèmes futurs. Bonjour à tous, moi je suis le capitaine de corvette Jean-Pierre Appéré, je suis traitant pour les questions d'intelligence artificielle au bureau numérique de l'état-major de la Marine nationale. Bonjour à tous, Mathis Paulin, je suis architecte en chef chez Helsing, start-up européenne de l'IA embarquée au profit de la défense. Merci à tous. Donc comme vous le voyez, on va pouvoir balayer des aspects à la fois industriels, des points de vue opérationnels, des points de vue de prospective aussi. Et pour démarrer cet atelier, j'aimerais vous demander, commandant Appéré, finalement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de l'IA embarquée dans les réalisations concrètes qu'on peut observer ? Sachant qu'on sait que sur le terrain, aujourd'hui, il y a de plus en plus de capteurs. Les systèmes d'armes, les systèmes de commandement génèrent un flot de données croissant. On parle même d'infobésité. Parfois, on est noyé sur la masse de données qu'on génère. Comment, de votre point de vue, vous voyez la maîtrise de ce flot d'informations, la valorisation de ce flot d'informations et surtout d'éviter d'être noyé dans ce flot, quoi ? C'est une excellente question.
Effectivement, comme vous le dites si bien, c'est qu'aujourd'hui, on a des capteurs de plus en plus performants. Et en plus, par là-dessus, vous rajoutez le fait qu'on ait des bateaux qui ont des équipages optimisés. Donc, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'opérateurs pour traiter un flot d'informations de plus en plus important. Aujourd'hui, notre problématique, c'est qu'effectivement, on arrive des fois sur des postes d'analyse à un opérateur qui passe quasiment 80% de son temps à aller trouver l'information pertinente dans le flot d'informations dont il dispose et 20% de son temps restant finalement à avoir la valeur ajoutée et à porter son analyse sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour notre besoin militaire dans le cas concret, donc sur ce qui nous intéresse sur ce théâtre-là. La question, c'est comment on fait pour inverser la tendance. Effectivement, donc comment on peut mettre en œuvre des intelligences artificielles qui les aideront finalement à trouver les signaux faibles dans la masse de données qui sont à sa disposition, et comment faire en sorte qu'on inverse la tendance et qu'il passe plutôt 80% de son temps à faire de la valeur ajoutée, à porter son analyse opérationnelle sur les données qui sont opérées. La question majeure là-dessus, c'est comment on fait en sorte qu'une IA puisse répondre à notre besoin militaire. Donc là, ça ne nous a pas échappé, je pense que ça a échappé à personne dans le public. C'est la question de base pour avoir une IA qui est performante sur un certain type de données ou un certain type de besoin, c'est déjà d'avoir des données pour faire au moins, si ce n'est l'entraînement d'une IA, au moins le réglage fin sur notre besoin militaire. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu la question qui est au centre de nos préoccupations, c'est comment on fait pour capitaliser sur notre donnée opérationnelle, sur notre donnée militaire, pour pouvoir faire des réglages fins sur des IA afin qu'elles nous servent dans nos besoins militaires. Alors nous, on a pris la question, en tout cas dans la marine, on a pris la question il y a quelques années en créant le centre de service de la donnée de la marine à Toulon, c'était aux alentours de 2020, et on a commencé effectivement à plancher sur la question de captation de la donnée opérationnelle, de mise en qualité pour pouvoir créer des jeux et faire des entraînements d'algorithmes spécifiques pour nos besoins. On a abouti il y a quelques temps à la création d'un prototype de ce qu'on appelle un data hub embarqué, DHE, parce que dites-vous bien que sur nos bateaux qui ont des systèmes de combat qui ont vocation à mettre en œuvre des armes létales, il n'est pas question d'aller trifouiller le système de combat, de commencer à mettre des algos dedans, voir ce que ça fait, faire des analyses. On est obligé on peut capter de la donnée et la mettre et s'en servir, mais il faut encore le faire sur un serveur à côté. Donc on a créé en collaboration avec ATA, Naval Group et Thales, un prototype de data hub embarqué qui sert à capter finalement la donnée qui sort du système de combat, qui peut aussi servir à capter la donnée qui sort du système de management de la plateforme, et pour pouvoir tester des algorithmes d'analyse pour avoir un peu de valeur ajoutée justement sur ces données issues de la situation tactique du bateau. Et ça sert aussi et surtout à capter finalement cette donnée opérationnelle pour pouvoir en constituer des jeux afin de les fournir à nos industriels préférés pour qu'ils puissent développer des algorithmes adaptés à nos besoins. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment sur ces enjeux-là qu'on travaille. Et il y a un troisième aspect qui est l'aspect humain. C'est-à-dire que si vous avez suivi le discours du major général des armées tout à l'heure, il disait c'est qu'il faut qu'on puisse avoir confiance dans notre système. Et aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur le fait qu'on mette en œuvre des armes létales. Il faut avoir confiance dans les informations qui nous ont conduits à prendre une telle ou telle décision de mise en œuvre des armes. Et donc ça veut dire avoir confiance dans le système, et ça veut dire aussi avoir du recul sur ce qu'il produit. Donc on a aussi tout un volet finalement d'acculturation au monde de l'intelligence artificielle pour des marins qui n'ont pas forcément été formés là-dessus il y a quelques dizaines d'années quand ils sortaient d'école, ou une dizaine d'années quand ils sortaient d'école. Voilà. On a tous ces enjeux-là sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc valoriser la donnée qui est générée par les systèmes d'armes, mais il faut aussi de la donnée pour en fabriquer des systèmes d'armes, pour utiliser de l'IA. Alors donnée qui n'est pas toujours facile à partager, la notion de contrôle et de confiance dans le système, évidemment. Et du point de vue industriel, Jonathan, comment vous voyez, vous, de votre côté, les composants IA qu'on peut intégrer jusque dans le système d'armes, dans le Far Edge, où on va pouvoir intégrer le système d'IA. Avec quelle maîtrise, finalement, on va l'intégrer pour garantir la confiance dont on a besoin? Avec quelles données? Comment vous voyez ces composants IA apparaître dans les programmes futurs? Alors,
Déjà, très concrètement, avant d'aborder l'edge et le far edge, parce que finalement, dans le système d'armes, il y a tout le système autour du missile. Il y a le missile, et c'est vrai que quand on parle du missile et du calculateur du missile, on parle vraiment de far edge. Mais juste une application très concrète. Aujourd'hui, le data hub embarqué, il y a un prototype de data hub embarqué qui tourne, et MBDA a voulu accompagner la démarche du centre de service de la donnée marine. Et dès 2021, on a commencé à travailler et regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme petit produit digital, juste avant de faire de l'IA, déjà faire de la data visualisation de données pertinentes finalement, puisqu'il va falloir, pour savoir quelles données vont pouvoir entraîner des IA demain, il faut déjà agréger les bonnes données pertinentes, fournir des tableaux de bord intelligents, et ça avec les technologies du cloud et du data hub embarqué à disposition. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Donc déjà, on accompagne la démarche très opérationnelle, très concrète de la marine, et on s'en fait, et on est vraiment, vraiment content d'y contribuer. Après, pour tout ce qui est edge, far edge, c'est sûr que c'est plus facile d'intégrer d'abord de l'IA pour l'aide à la décision que de l'IA dans le missile, puisque c'est quand même autrement plus complexe. Alors il y a les aspects données, il y a les aspects de computing, qu'est-ce qu'on a comme puissance de calcul à disposition à bord, enfin, du missile. Mais si je me permets de faire un zoom sur les systèmes, l'aspect plutôt système, donc Edge, chez nous, on a des cas d'usage qui ont trait au C2, Command and Control. Donc aujourd'hui, on a identifié un certain nombre d'améliorations significatives qui nous conduisent finalement, par exemple, pour tout ce qui est atteignabilité, savoir modéliser la performance du missile. On parlait de données, c'est des systèmes, ce sont des fonctions qui peuvent être entraînées grâce aux simulateurs que MBDA design au quotidien. Ces simulateurs généralement données de très haute fidélité. Et on va s'en servir pour générer un très grand nombre de données et créer ce qu'on appelle des modèles de substitution qui sont extrêmement importants pour augmenter le domaine d'emploi du système. Donc ça, c'est déjà un premier cas d'usage très concret. Toujours dans le monde des systèmes, donc Edge, on aura, par exemple, pour un armement type Scalp, système de croisière, des systèmes de préparation de mission. Donc, comment aujourd'hui générer des trajectoires multi-contraintes et aider l'opérateur à finalement à choisir la meilleure trajectoire. Donc, pensez à un Waze du missile, générer les meilleures trajectoires. On faisait des allusions tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'IA. Alors demain, c'est vrai que l'IA bouscule un peu les chaînes fonctionnelles, parce que quand on voit ce qu'on peut faire avec l'IA de vision, on se rend bien compte que ça va changer la donne pour la détection de cible. Pour intégrer ces briques fonctionnelles à bord, il en coûte un certain nombre d'études, pas seulement de fiabilité et de robustesse, mais surtout d'intégration dans une chaîne fonctionnelle. Il faut être capable de maîtriser l'intégration de composants IA dans une chaîne fonctionnelle. Ce n'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça qu'il est d'abord plus facile d'intégrer de l'IA de vision pour aider les opérateurs sur le terrain. Je pense à tous les systèmes autour du battlefield. Alors, aujourd'hui, depuis 5 à 10 ans, on travaille sur les systèmes autour de l'Aqueron MP. Autour de l'Aqueron MP, on peut faire énormément de choses grâce à tous les flux images. Et on peut aider les opérateurs à mieux utiliser nos armements en suggérant un certain nombre d'indications sur les cibles. Et c'est ce step-là qui nous permettra, ce premier step, d'intégrer l'IA de vision dans des chaînes fonctionnelles complexes
embarqué avec toutes les contraintes qu'on connaît des systèmes embarqués, sur lesquels on travaille d'ailleurs avec le CEA. Donc les systèmes embarqués avec plusieurs briques possibles d'IA, de types différents, avec des performances différentes et des manières différentes de les entraîner. C'est à se demander presque si on ne verrait pas apparaître une forme de manœuvre logistique autour de l'approvisionnement en IA. C'est-à-dire qu'il faut des données, il va falloir du hardware, il va falloir des compétences. Donc on en est presque à une idée de manœuvre. Si on écoutait Rommel, il nous dit que rien ne peut compenser la déficience du ravitaillement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut commencer à préparer comme manœuvre d'anticipation pour garantir qu'on arrivera à réaliser cette manœuvre, par exemple? Tout à fait. Déjà, on peut commencer en effet à rappeler quand même finalement ce triste constat que l'IA, le marché de l'IA aujourd'hui est dominé essentiellement par des acteurs américains et par une poignée d'acteurs. Et évidemment, à l'heure aujourd'hui de tensions géopolitiques, de tensions économiques, et puis aussi à l'heure de régulations qui peuvent être différentes dans certains endroits du globe, eh bien, c'est un véritable risque et on a besoin d'outils pour asseoir notre souveraineté autour de l'IA embarquée. L'IA embarquée reste quand même dans un contexte un petit peu différent de l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché reste assez ouvert, c'est une technologie émergente, et c'est vrai qu'à l'heure où les calculs se déploient de plus en plus au niveau de l'edge, on passe clairement de calculs qui sont faits uniquement dans le cloud à des calculs au plus proche des capteurs, pour différentes raisons, pour améliorer la latence, pour des efficacités énergétiques, ou bien pour économiser certaines infrastructures. Il y a plein de raisons pour passer à l'edge, mais il nous faut aujourd'hui en France et en Europe les outils pour faire ce déploiement de manière efficace, de manière sûre. Et c'est aujourd'hui l'un des enjeux du projet Deep Green, dont on a la chance au CEA de faire partie et d'avoir aussi MBDA autour de nous dans ce projet qui réunit donc 18 partenaires. Et qui permet donc de développer une plateforme logicielle qui va permettre de concevoir, d'optimiser et de déployer les réseaux de neurones pour des applications sur des cibles matérielles qui ont des contraintes opérationnelles qu'on connaît bien évidemment dans le domaine de la défense. Donc ça peut être des contraintes mémoire, des contraintes de temps. Et donc l'un des enjeux, c'est évidemment d'avoir cette maîtrise technologique, cette maîtrise stratégique sur ce genre de plateformes qui sont essentielles pour aujourd'hui déployer l'IA au sein des systèmes. Et puis évidemment, c'est aussi de valoriser tout un écosystème d'industriels qui proposent des cibles matérielles dédiées à l'IA embarquée. Et on a donc dans le consortium, on travaille avec 3 fournisseurs de composants donc, qui vont proposer des cibles matérielles spécialisées pour l'IA, donc des composants d'accélérateurs neuronaux, des cartes programmables dédiées à l'IA embarquée, ou bien des composants multicœurs aussi dédiés à ça. D'accord, donc projetons-nous. Donc nous avons des cas opérationnels, nous avons une chaîne qui nous permet d'approvisionner et de déployer ces composants-là. Nous sommes sur un champ de bataille futur, nous avons ces systèmes d'IA qui sont déployés, mais l'ennemi, lui, ne reste pas statique. On disait que combattre, c'est s'adapter. Donc l'ennemi va nécessairement aussi changer son aspect, changer sa manière de faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui va permettre de pouvoir garantir que demain mon IA n'est pas obsolète, parce que si je me suis entraîné à reconnaître des chars russes avec des couleurs kaki, si je le peins en rose demain, qu'est-ce qui me dit que mon IA va me dire encore qu'il détecte un char? Donc comment, sur le théâtre d'opération, face à l'ingéniosité et la ruse de l'ennemi, ces systèmes d'IA vont pouvoir être pilotés, voire modifiés, afin de toujours garder l'avantage opérationnel? Tout à fait. Alors je corrigerai juste un tout petit peu la question. L'IA, elle est déjà sur les champs de bataille aujourd'hui, sur les théâtres d'opération. On en voit, les drones, les Lancet russes sont équipés de Jetson sur lesquels il y a de l'IA qui tourne. On soupçonne qu'ils sont assez autonomes.
Et donc, il y a effectivement cette problématique que la vitesse d'adaptation dans un conflit symétrique qu'on peut observer en ce moment est extrême. Les rétex ukrainiens, c'est de la classe 3 semaines, entre le moment où on détecte une nouvelle forme d'onde et le moment où on est capable de la brouiller et où c'est déployé sur le théâtre d'opération. Rien qu'en exemple. Donc l'adaptativité des solutions, qu'elles soient IA, qu'elles soient logicielles, elle est indispensable parce que, comme tu l'as dit, du jour au lendemain, un nouveau camouflage peut arriver, un nouveau matériel sort, et il faut être capable de corriger notre système qui ne l'aurait pas détecté, pas à une échelle de 3 mois, qui serait un retour en métropole, par exemple, de l'opération, pas à l'échelle de 6 mois, 1 an, qui serait un retour chez industriel, et certainement pas à l'échelle de 10 ans, qui est le temps programmatique. Donc pour faire ça, et pour arriver à le faire au plus proche du terrain, ça demande un certain nombre de choses. Ça demande déjà des bons outils, parce que l'IA a ses problèmes, comme c'est une technique très empirique qui apprend sur la donnée, elle a besoin de ces données-là et des données couvrantes sur le domaine d'emploi. Elle a besoin d'avoir des expériences précédentes pour arriver à apprendre correctement et avoir des bonnes performances. Et donc il faut embarquer ces données pour faire des apprentissages parfois sur le terrain, pour être capable de patcher rapidement. Et il faut aussi tous les outils logiciels qui permettent de recertifier ou au moins de vérifier qu'il n'y a pas de régression sur cette IA. Donc ça veut dire implémenter le plus possible de tests unitaires, de benchmarks, d'essais au plus proche du terrain, automatique évidemment, parce qu'on ne va pas demander à la DGA de venir refaire des qualifications sur un théâtre d'opération. Il faut que tout ça soit implémenté, il faut que ce soit dans une plateforme qui soit simple d'utilisation, parce que derrière, on n'aura pas non plus des data scientists ou des chercheurs IA à Bac+8 sur le terrain, et pour arriver à très rapidement patcher ces vulnérabilités-là. Pour moi, il y a 2 domaines qui sont déjà un peu en avance sur cette adaptabilité des logiciels. C'est la cyber, donc typiquement la cyberdéfensive. On sait que ça ne sert à rien de déployer un programme qu'on aurait certifié invulnérable. Il y aura toujours des vulnérabilités résiduelles, mais le plus important, c'est d'être capable de les détecter rapidement et de les corriger rapidement. Et le deuxième domaine qui est un peu en avance, c'est tout le domaine de la guerre électronique, où les bibliothèques de guerre électronique sont évidemment mises à jour régulièrement pour tenir compte des nouveaux matériels. Et donc, au niveau de l'IA, je pense que d'un point de vue des outils et d'un point de vue de la doctrine de l'organisation, on n'est pas encore bien en place pour arriver à faire ces modifications-là sur le terrain. Mais c'est une nécessité, et je suis persuadé que ça va arriver très vite. Je veux juste compléter ce que je souscris complètement à ce que vient de dire Mathis, effectivement sur ce besoin de pouvoir faire du réapprentissage ou de pouvoir en tout cas modifier les IA du terrain au plus proche du terrain. Puis, pour 2 raisons. Effectivement, la première, c'est qu'on a besoin de pouvoir s'adapter aux menaces qui sont face à nous, pour pouvoir conserver une initiative, pour pouvoir conserver notre avance. Et le deuxième point, c'est aussi que le terrain sur lequel on va être en opération, sur lequel on va être au combat, sera forcément un terrain qui sera contesté, en particulier dans le champ électromagnétique, et il n'est pas garanti que l'on conserve finalement la connexion avec la Terre pour pouvoir faire des mises à jour à distance sur nos systèmes de combat. Et donc le fait de pouvoir les mettre à jour à partir des données que l'on a captées sur le terrain et en autonomie avec des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs en IA, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et je pense que ça rentre complètement dans la démarche du DHE qu'a lancé la Marine, de libéraliser la donnée au sein des forces et d'être capable de refaire des applications, de recorriger les opérations data-centric dans le tempo des opérations. Mais juste pour dire, on est d'accord que ce sont des systèmes qui vont arriver plutôt pour des systèmes d'aide à la décision, d'abord, puisque de l'IA embarquée dans le Far Edge, en termes de champ applicatif. Moi, je voudrais que, à mon sens, le Far Edge, on n'y est pas encore tout à fait, puisque aujourd'hui, en fait, les bateaux qui seront complètement numériques, ce sera les frégates, les FDI de demain. Mais aujourd'hui, les bateaux qui sont aujourd'hui à la mer sont des bateaux qui ont été conçus il y a quand même un petit bout de temps et ne sont pas complètement numérisés. Donc, la solution qui nous a paru la plus simple pour l'instant, pour mettre en œuvre de l'IA à bord de nos bateaux, c'était bien de faire ce DHE dans un premier temps, et donc plus sur du Edge que du Far Edge, pour le coup. Et sur les premières applications, effectivement,
comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on garde l'humain dans la boucle, donc on va plutôt essayer de lui apporter de l'aide à la décision, lui faciliter le travail pour qu'il puisse se concentrer sur là où il a de la valeur ajoutée et non pas faire le travail à sa place. Donc on voit dans le constat que vous faites, il y a quand même une différence très nette qui se détourne entre finalement le monde civil où les choses seraient peut-être un peu plus statiques et le monde militaire où les choses sont forcément mouvantes par construction même de la dialectique des affrontements. Pour autant, c'est le monde civil qui tire la technologie de l'IA aujourd'hui, en très grande majorité, on peut le dire, je pense. Alors, on parlait d'acteurs américains qui dominent le marché. Il y a quand même de très belles pépites françaises que je vous invite à aller découvrir dans les stands autour aussi, qui présentent des choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement retirer du monde civil, des travaux qui sont faits, par exemple, en termes de réglementation, de standardisation, pour s'inspirer de ça pour le domaine militaire, puisqu'il va falloir quand même militariser cette technologie qui vient aujourd'hui du civil. Peut-être cette question, peut-être pour vous deux. Déjà, alors oui, tout sur cette partie réglementation, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a l'AI Act qui est en cours de négociation. Donc évidemment, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement. On parle de 2025-2026. Cet enjeu de réglementation, il est primordial et il est important parce que ça va amener à la confiance, et la confiance, c'est évidemment c'est central, c'est central dans l'utilisation de l'IA et notamment sur le terrain militaire. Je pense qu'on peut pas utiliser pleinement un système si on n'a pas confiance en ce système, surtout quand on doit interagir en temps réel avec lui, surtout quand il est amené justement à prendre des décisions et à aider à prendre des décisions importantes. La confiance, donc, c'est important, et c'est, comme tu disais, il y a plein d'innovations et c'est pas antinomique avec l'innovation. Donc les réglementations, voilà, c'est ce qui va nous permettre d'innover dans un cadre réglementaire. Ça fait partie évidemment du processus de construction du projet Deep Green et du processus de construction de la plateforme. Nous, on a typiquement pris le chemin de l'open source pour garantir justement cette confiance et cette adhésion. C'est parce que l'open source permet de rendre les codes transparents. On a vu que ça renforce la sécurité dans les systèmes. Donc c'est l'un des moyens d'améliorer la confiance. On travaillera aussi avec des partenaires qui travaillent sur des cas d'usage dans l'aéronautique et qui font bien sûr écho à ce qu'on peut trouver dans le domaine militaire. Donc c'est des systèmes d'anticollision ou des systèmes de reconnaissance visuelle de pistes d'atterrissage par exemple. Et ça nécessite évidemment de pouvoir certifier le code généré, et ça passe évidemment par une transparence totale du code source qui est conçu, qui est optimisé et qui est déployé. Et ça, c'est une des fortes valeurs ajoutées de la plateforme qui est issue du projet Deep Green. Et donc voilà, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Ouais, je pense que effectivement c'est crucial. Les AI Act, ça apporte des choses. Après, dans le monde très critique des effecteurs, il y a évidemment toutes les preuves de qualification qu'on va apporter pour intégrer finalement un logiciel qui a des fonctionnalités et le qualifier. On qualifie un système d'armes, un hardware avec un logiciel dedans surtout. Alors, il peut y avoir de l'IA, il peut y avoir des composants IA, mais j'aimerais juste aller sur la confiance que l'ingénieur a à intégrer une brique IA dans une chaîne fonctionnelle. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là parce que en fait, cet objet réseau de neurones, le caractériser de manière suffisamment sûre, on n'en est pas encore là.
pour l'intégrer. Alors, on parle de drones par opportunité. Donc, il y avait l'exemple tout à l'heure hein, sur le champ de bataille ukrainien. C'est effectivement des choses qui se font sur ce type de hardware, sur ce type de drone, munitions téléopérées, mais sur un système de missiles avec un périmètre létal aussi critique. Ce sont pas des choses qu'on va faire de cette manière-là. La typologie du hardware elle est largement différente. On ne peut pas utiliser ce type de hardware avec ses dépendances. Mais surtout, en fait, on va devoir caractériser le domaine d'emploi de ces réseaux neurones, assurer la fiabilité et la robustesse, et aussi que l'ingénieur comprenne qu'est-ce qu'il manipule. Qu'est-ce qu'il est en train de manipuler comme objet. C'est aussi un enjeu dans nos chaînes de conception au niveau traitement d'image, de bien caractériser ces briques-là. Donc ça fait partie aussi de la confiance que l'ingénieur doit avoir dans sa chaîne fonctionnelle qui peut comprendre des briques IA. Je me permets de compléter, et c'est tout à fait juste, et c'est pour ça aussi que dans le projet, voilà, on travaillera évidemment sur un ensemble de briques fonctionnelles, voilà, pour apporter cette confiance dans les réseaux de neurones. Donc on travaillera notamment sur des méthodes formelles, par exemple, qui permettent de qualifier la fiabilité et la robustesse des réseaux de neurones. On travaillera évidemment sur les concepts d'incertitude. Et donc voilà, on a différents piliers de confiance au CEA LIS de manière générale. Ça fait partie de nos programmes de recherche. Et voilà, et là on passera tous ces algorithmes au niveau de la confiance embarquée. Et on parle de confiance du point de vue de l'ingénieur, donc en design, c'est-à-dire quand on est encore dans des conditions tranquilles quoi, pour pouvoir le faire. Quand on parlait tout à l'heure de réentraîner en opération, finalement on ne parle plus de la confiance de l'ingénieur, mais la confiance de l'opérateur. Et alors de votre point de vue, peut-être à vous deux, comment vous voyez la manière de pouvoir convaincre un opérateur que le système peut être de nouveau utilisé après une phase de réentraînement, après une phase de réadaptation, alors qu'on n'aura pas le temps de repasser par toutes les phases qui avaient été faites en amont de qualification, qui étaient très rigoureuses, très lourdes à mettre en œuvre. Quelle est cette notion de confiance qu'on pourrait avoir pour l'opérateur, par contre ? Peut-être si je peux commencer. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. Il y a déjà plusieurs types de systèmes, les systèmes critiques, les systèmes non critiques. Pour les systèmes non critiques, c'est clair qu'il faut une adaptation, tout ce qui est aide à la décision, renseignement tactique, parce qu'on parle de l'IA au plus près du combat, mais c'est aussi le cas pour la partie plus stratégique. L'adaptativité, elle doit être bien gérée quand même. C'est-à-dire que si effectivement on remet en cause toutes les interfaces, toute la formation des opérateurs et qu'ils se retrouvent avec un nouveau système avec lequel ils n'ont pas beaucoup été en contact sur le terrain au moment où ça chauffe, c'est mal parti. Donc ça demande pas mal d'efforts de conduite du changement, d'efforts sur les logiciels, sur les IHM pour faire en sorte que la transformation soit douce, qu'il n'y ait pas de remise en question trop forte à chaque fois qu'il y a une adaptativité. Mais je pense aussi que la jeune génération est quand même très habituée au changement. Sur les téléphones, les TikTok, les Facebook, les interfaces, elles ont changé 50 fois depuis le début. Les gens savent s'y adapter. Je ne parle pas des vieilles générations, ça peut être un peu plus difficile. Et après, il y a l'autre domaine, c'est le domaine des systèmes critiques. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse, et encore critique, parce que les missiles ne sont pas finalement soumis aux mêmes normes que l'aéro. Mais typiquement, on qualifie un missile à 90% de réussite, c'est-à-dire qu'on a quand même 10% où on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Je plaisante un petit peu, mais l'idée est qu'on sait qualifier des choses, même avec des probabilités et même avec des pourcentages de confiance qui ne sont pas à 100% et qui ne sont pas formellement garantis. De la même manière, on peut sans doute arriver à des constructions de systèmes critiques avec des architectures intelligentes qui certifient ce qui doit être certifié et qui laissent l'IA, potentiellement des réseaux de neurones, faire des recommandations dans un domaine qui est bien borné. Et pareil, tout ça, on en revient à la question de l'outillage de la confiance. Je sais que Numalis travaille beaucoup dessus, sur quels sont les outils qui permettent de manière relativement automatique, par des tests, par des méthodes algorithmiques,
de donner confiance à l'expert et à l'utilisateur final que l'adaptabilité n'a pas remis en question le mode de fonctionnement, n'a pas dégradé la performance, n'a pas fait de régression. Moi, je pense que ça rejoint une des questions aussi, qui est l'explicabilité en fait, des résultats qui sont fournis par une IA. Aujourd'hui, la confiance, elle vient aussi du fait que l'opérateur comprend pourquoi le système lui a fourni telle ou telle information. Et effectivement, à partir du moment où on a fait un processus de réapprentissage qu'on n'a pas eu l'occasion, en tout cas, de refaire certifier par un expert cet algorithme sur lequel on a modifié les réglages, on doit pouvoir, d'une façon ou d'une autre, imaginer une façon d'expliquer à l'opérateur comment le système, en fait, lui amène telle information pour qu'il puisse avoir un peu de hauteur de vue sur l'information qu'il lui a apportée. Et un deuxième volet là-dessus, c'est aussi d'habituer les opérateurs à ces changements en fait, et à ces reconfigurations sur le terrain. Ça veut dire le jouer à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, évidemment, on s'entraîne toujours et on continue dans les conditions les plus réelles possibles, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir le faire durant les exercices, durant l'entraînement, de reballoter complètement le système avec des nouvelles données, avec des nouveaux réapprentissages et voir ce que ça donne. Et je pense qu'en fait, on apprendra aussi en marchant sur ces questions-là. Alors, si je reprends un peu de hauteur finalement par rapport à mon questionnement du début, est-ce que je peux avoir un OK Google, il est où mon ennemi d'ici quelques années? Finalement, la question que ça pose, c'est dans les flux de données qu'on récupère, donc, qui rendent aujourd'hui de plus en plus transparent le champ de bataille. Je pense que de tout temps, on a toujours dit que la prochaine révolution allait rendre complètement transparent, il n'y aurait plus de brouillard de la guerre, etc. On voit qu'en Ukraine, il existe encore. Est-ce que, collectivement, vous pensez qu'il y a vraiment une disruption du brouillard de la guerre qui peut arriver dans les années qui viennent, ou est-ce que, nécessairement, il y aura de nouveau une nouvelle parade, une nouvelle organisation en face, qui continuera à mettre le brouillard de la guerre, même au plus bas niveau, au niveau tactique, et on ne pourra pas forcément répondre à cette question de « il est où mon ennemi ?» quoi. Moi, je pense que c'est une question qui est très complexe parce qu'effectivement, nous aurons des systèmes qui seront de plus en plus capables d'analyser et de trouver les signaux faibles dans la masse de bruit, mais dans le même temps, vous avez aussi la masse de bruit qui augmente. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de signaux. Enfin, si vous prenez dans le cyberespace, la quantité de données qui transitent est juste phénoménale. Et donc, paradoxalement, même si on est plus facilement détectable par un algorithme adverse, il y a aussi beaucoup plus de bruit dans lequel essayer de se noyer. En essayant de se rendre le plus discret possible. C'est le cas dans le cyberespace, dans l'environnement électromagnétique en mer, c'est de la même façon. Vous avez dans un trafic maritime qui est très chargé, vous avez un environnement électromagnétique qui est extrêmement dense, et c'est très difficile d'aller trouver le signal faible qui nous intéresse pour trouver l'adversaire dans le flot de navire. Donc je pense qu'effectivement, l'IA nous aidera à trouver ces signaux faibles et nous apportera des gains pour démasquer un peu le brouillard de guerre. À mon avis, il existera toujours parce que vous avez justement une profusion de données qui nous empêchera quand même de bien analyser tout ce qui se passe. Nous, d'un point de vue des armements, finalement, si la situation tactique change aussi vite qu'elle change aujourd'hui sur le terrain, il va falloir embarquer plus d'intelligence dans nos effecteurs et faire collaborer nos effecteurs entre eux pour réagir à une situation tactique en temps réel qui se modifie. Et ça pose toute la question des armes collaboratives sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qui suppose beaucoup de choses en termes de technologie. Des communications cryptées qui résistent au craquage avec le quantique qui arrive, qui permettent dans nos systèmes, on a parlé d'IA de vision tout à l'heure, donc il faut de la capacité de calcul, il va falloir aussi de la capacité de calcul pour des fonctions système dans les missiles. Le routage automatique aujourd'hui il est fait au sol, il va devoir être fait à bord demain, pour justement faire face à un brouillard de la guerre qui, pour nous, une situation tactique qui change en fait. On a droit à une annonce en même temps.
Ouais, on va laisser passer la dénonciation, on ne s'entend pas parler. Merci. Mais alors du coup, arme collaborative, se cacher dans les signaux faibles, du coup ça pose la question finalement de la masse. Est-ce que je cache une aiguille dans une meule de foin ou est-ce que je cache des aiguilles encore plus petites mais plein un peu partout? Et si elles doivent collaborer entre elles, elles vont avoir des signatures, elles vont être détectables. Donc finalement, il va falloir projeter l'intelligence au plus près de ces systèmes-là. Comme on le sait, c'est des systèmes avec très peu, c'est très frustre finalement quand on est dans l'embarqué en termes de hardware et de capacité de calcul. Donc comment on fait aujourd'hui? Quelles briques on peut faire rentrer au chausse-pied là-dedans pour que ça soit déployable demain? Peut-être je peux rebondir là-dessus. Je l'avais dit au début, hein, les munitions téléopérées, les munitions rôdeuses russes ont des Jetson. Donc les Jetson, c'est des petites cartes faites par Nvidia qui embarquent un GPU qui est finalement sans doute plus puissant que le PC que vous avez au bureau. Donc je pense qu'on est à un point de la technologie où on a réussi à très bien miniaturiser ces capacités de calcul pour faire tourner des réseaux de neurones. Donc ça, c'est le premier point. Alors ça pose plein d'autres questions de supply chain, de dépendance à un composant américain qui ont été très bien évoqués par le CEA. Et d'un autre côté, on assiste aussi au niveau de l'IA à l'apparition de modèles de plus en plus volumineux, les modèles de fondation par exemple, qui restent quand même difficiles à embarquer sur ces cibles de déploiement qui ont besoin de cloud, mais pour lesquels on sent qu'on n'est quand même pas très loin d'y arriver. C'est-à-dire qu'on a aussi toute une collection d'algorithmes qui permettent de réduire la taille des réseaux de neurones, qui permettent de les rendre plus petits, moins gourmands en ressources de calcul. Et typiquement, aujourd'hui, on est encore à l'IA, je dirais, de l'ancienne génération qui tourne là-dessus, donc des modèles, disons, moyens. Très rapidement, on va avoir des modèles de fondation qui vont tourner aussi sur de l'embarqué. Donc oui, je voulais juste rebondir. En fait, en effet, c'est quand même important aussi de valoriser toutes les technologies matérielles qui sont issues de l'écosystème national et européen, parce que on voit bien que cette dépendance justement au matériel, elle est cruciale. Donc je me permets encore de rebondir dessus parce que on voit que si on a une dépendance logicielle, on a au final, à la fin aussi une dépendance matérielle. Et si on veut aller justement vers des puissances de calcul qui sont bonnes, si on veut avoir la maîtrise sur cette puissance de calcul et puis pouvoir la fabriquer sur le territoire, ça veut dire que certainement il va falloir aller vers des nouvelles technologies. Donc il y a le FDSOI, il y a le 3D, il y a des architectures complexes et hétérogènes. Donc voilà, c'est aussi important de valoriser et d'avoir ça en tête quand on essaye de se projeter dans l'avenir. Ouais, juste pour finir ces aspects-là, les dépendances sur nos systèmes, c'est extrêmement critique, hein. Aujourd'hui, une dépendance sur un système d'armes, c'est une campagne en fait entière qui peut tomber à l'eau. Et une plateforme aérienne avec tout le weapon package en dessous. Ce sont des enjeux énormes et c'est pour ça qu'on travaille toujours d'arrache-pied dessus et c'est assez en tirer les cheveux parce que les architectures électroniques et toutes les générations de cœurs de calcul viennent répondre chaque fois et on espère le plus souvent possible, génération après génération, à plus de capacité de calcul et toujours avec une dépendance contrôlée parce qu'il y aura toujours une forme de dépendance. Il n'y aura jamais quelque chose de complètement, totalement indépendant, mais une dépendance contrôlée sur un certain nombre de briques. Et c'est là, c'est la combinaison de COTS avec quelques petits systèmes à côté qui vont bien, qui vont assurer la continuité de nos opérations et la continuité des ventes de nos systèmes, quoi. Choisir ses dépendances, comment on choisit ses alliés pour avoir une souveraineté in fine de nos systèmes.
Je vois l'heure qui tourne et on se rapproche de la fin de cette session. Heureusement pour vous, vous avez encore un quart d'heure pour poser des questions à nos différents intervenants. Normalement, il y a 2 micros qui circulent dans la salle. Et donc, je vois une question au fond là-bas. Le monsieur là-bas. Bonjour. En matière de safety et de normes, vous avez effleuré le sujet, mais est-ce que vous avez connaissance de normes sur lesquelles on peut se baser en termes d'IA, s'il vous plaît? Alors, je suis censé être le modérateur, mais je pense que je peux répondre à cette question-là. Donc, effectivement, il y a un corpus de normes qui est dans le domaine civil qui est en train de se développer, notamment au niveau de l'ISO IEC, dans le sous-comité 42. Où il y a depuis 5 ans des standards qui se développent sur différents sujets, dont la robustesse, l'explicabilité, le risk management, etc. Et actuellement, vous avez aussi au niveau européen le CEN-CENELEC avec le JTC 21 qui est en train de préparer le corpus de standards pour répondre aux exigences du règlement européen AI Act, qui travaille d'arrache-pied justement pour mettre sur le marché ces standards-là. Alors, est-ce que je vois d'autres questions? Oui, bonjour, capitaine de corvette du Manoir. Donc, je suis sur je commande en adjoint opération de la première frégate équipée du DHE, justement. Et une question qu'on se pose. Monsieur Paulin a beaucoup parlé de la nécessité de s'adapter très régulièrement. Il faut des compétences, il faut des outils. Et donc, nous, la question sous-jacente, c'est quelles compétences on met à quel endroit? Est-ce que demain, il faut un data combattant au plus près des combattants parce que environnement dénié, difficulté de communiquer avec des data scientists qui seraient loin? Est-ce que la compétence data scientist derrière, elle est largement suffisante? Voilà. Alors, déjà, je ne ferai pas l'organisation et la doctrine de l'armée ou de la marine à sa place. Tout ce que j'ai comme impression et comme idée, c'est qu'il y aura peut-être plusieurs niveaux d'adaptation qui seront faisables à différents échelons et qui nécessiteront différentes compétences. C'est-à-dire que demain, si j'ai un modèle d'IA qui mettons, fait de la détection de drones, qu'on se rend compte qu'il y a un drone qui n'est pas bien détecté parce qu'on avait appris qu'avec des quadricoptères, et là il y a une aile volante, peu importe, et qu'il faut la patcher, peut-être qu'avec des outils très simples d'utilisation, des clics qu'on pourrait mettre entre les mains de quelqu'un qui n'a que très peu de qualification IA, qui n'est pas un data scientist, peut-être qu'on peut faire ce apprentissage et que si les benchmarks sont bien présents sur le terrain avec les bons outils, on peut directement le déployer. Si on cherche à rajouter des nouvelles classes, on a cette fois-ci un modèle d'identification qui cherche à reconnaître si je vois un T72, un T30, je ne sais quoi sur le terrain, et qu'on doit rajouter des classes, peut-être que cette opération-là est plus difficile et qu'elle nécessite des compétences de data scientist parce qu'il faut adapter les benchmarks, il faut revoir ses métriques, etc. Et que celle-ci, elle doit être faite un peu plus loin du terrain, peut-être dans des organismes spécialisés, peut-être sur un DHE où il y aurait à bord des data scientists, peut-être, si on prend l'exemple avec la guerre électronique, peut-être à l'EPIGE, qui a l'habitude de faire ces modifications-là. Et peut-être que pour des modifications vraiment complexes, c'est-à-dire par exemple j'ai une nouvelle génération de réseaux de neurones qui arrive, il faut les changer, peut-être que là c'est un échelon que je qualifierais de niveau 3, c'est-à-dire vraiment métropole centrale, voire industrielle, qui fait cette activité, mais du coup nécessairement avec des contraintes de temps beaucoup plus lâches. Donc ça prendra plus de temps. C'est mes éléments de réflexion, et après ce sera vraiment à voir en fonction des différentes tâches, en fonction des qualifications que les armées sont prêtes à mettre au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Et tout ça doit être co-construit entre l'industrie, la DGA, les armées pour arriver à mettre ça au bon niveau. Moi, je vais essayer d'aborder la question sous un angle très pragmatique. Aujourd'hui, les bateaux qui sont admis au service actif sont admis pour plusieurs dizaines d'années et par nature, ils sont limités en termes d'équipage. C'est-à-dire que, notamment sur la frame,
j'ai plus en tête la capacité de couchage, mais globalement l'équipage a forcément une taille finie, et pour autant on a besoin d'aller au combat avec cet équipage-là, et la priorité c'est bien d'aller au combat. Donc à mon sens, la capacité première que doit avoir le marin à bord de son bateau, c'est de connaître son métier et de connaître finalement quelle est sa valeur ajoutée d'un point de vue tactique ou opératif sur le champ de bataille, ou en tout cas sur le théâtre d'opération. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir quelques experts qui sont capables d'apporter un avis technique sur le fonctionnement du système. Aujourd'hui, c'est déjà le cas dans les équipages. C'est-à-dire que vous avez un ou deux experts qui sont vraiment qui ont une connaissance de la vis pointue du système de combat. Et pour autant, tous les opérateurs qui utilisent le système de combat ne sont pas des connaisseurs fins. Et donc, on s'appuie sur une expertise ou deux particulières pour les aspects techniques, mais pour le reste, on se détache un petit peu de l'aspect technique de la chose et on s'intéresse à notre savoir-faire de marin. Et à mon sens, c'est peut-être, ça c'est mon avis qui est beaucoup très personnel, hein, c'est peut-être vers ça qu'il faudrait tendre, c'est d'avoir un ou deux data analystes qui soient capables d'apporter un éclairage technique sur la façon dont on va pouvoir utiliser l'IA, dont on va pouvoir utiliser les algorithmes qui seront implémentés dans le DHE pour avoir un effet tactique augmenté. Enfin, moi de mon côté, je vois bien dans les forces opérationnelles je sais pas, une partie du bataillon qui dispose d'analystes capables d'apporter encore plus de valeur sur des systèmes opérationnels en modifiant certains paramètres. Tu en parlais tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a des cas d'usage, par exemple, qu'on pense au système de préparation de mission, notamment pour les armes collaboratives. Si on n'a pas de capacité à réagir sur des tactiques face aux tactiques d'en face, tout ça dans une maîtrise. Donc il faut faire le bon logiciel, enfin il faut concevoir le bon logiciel, mais laisser une place aux opérateurs sur le terrain. Voilà, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que, et ça dépend des cas d'usage. Le temps que les questions incubent, ça pose la question quand même de la charge cognitive. C'est-à-dire qu'on demande à l'opérateur quand même de faire des choses nouvelles, alors qu'il est déjà quand même très occupé sur son véhicule ou sur son bateau. Est-ce que c'est raisonnable de penser que demain on puisse faire des data scientists qui sont en même temps des opérateurs de systèmes d'armes, qui sont en même temps des soldats? Est-ce que ça fait pas trop? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est déjà un petit peu le cas. C'est-à-dire que les opérateurs qui sont derrière leur système d'armes sont aussi ceux qui vont le faire la maintenance quand ils ne sont pas de quart derrière leur console. Donc globalement, ils ont à la fois une connaissance technique du système et une connaissance de son utilisation opérationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on veut en faire des super techniciens et des ingénieurs en data science ou en data analyse ou autre, ou en intelligence artificielle. C'est pas forcément le but du jeu. Mais par contre, ils doivent avoir quand même une connaissance suffisamment poussée du fonctionnement de ces IA, de ces algorithmes, donc un bon vernis, pour être capable d'avoir un esprit critique sur ce que ça leur apporte quand ils sont en opération, voilà, sur les résultats qui sont apportés par la console. Et en théorie, si on fait bien les choses, si on fait des bonnes IA, justement, sa charge cognitive, donc, quand il est de quart derrière sa console, elle va diminuer parce que l'IA ne va lui apporter que les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ça, c'est la théorie. Oui, et si je peux me permettre de rebondir, c'est ça marque encore une fois l'importance de bien connaître les limites d'un système d'IA, et que cette limite peut être connue uniquement si le système est transparent. D'où encore une fois l'importance de l'aspect évidemment open source, de comprendre ce que fait le système, d'en avoir la pleine maîtrise pour être autonome dessus en fait. On en revient à la confiance. Est-ce qu'une question a eu le temps d'incuber durant nos échanges? Une fois, deux fois, trois fois à juger. Écoutez, je pense qu'on peut clore là ce débat sur l'IA embarquée au plus près du combat.
J'espère que vous avez tous pu en retirer des éléments de compréhension et des différents défis que nos intervenants ont réussi à articuler. Je vous propose de tous les remercier avec un round d'applaudissements. Et en vous souhaitant à tous un très bon salon. Merci.